Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là et merci d'avoir pris le temps. Un grand merci aussi à celles et ceux qui sont devenus de nouveaux abonnés sur mon Patreon ou sur Substack. Après ma dernière annonce, ça m'a vraiment fait plaisir de voir autant d'entre vous rejoindre ces deux plateformes. C'était génial de vous y retrouver et j'apprécie énormément que vous restiez connectés, tout en vous assurant d'avoir un moyen de le rester au cas où il y aurait une purge sur YouTube. Bon, passons maintenant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pendant des décennies, le Japon a été considéré comme le géant financier silencieux du monde. Et ce n'est pas une exagération. Son économie progressait lentement, l'inflation était presque inexistante et les taux d'intérêt restaient proches de zéro pendant des années. Mais sous cette apparente tranquillité, le Japon est devenu l'un des piliers les plus importants du système financier mondial. Et en ce moment, ce pilier semble commencer à bouger, à se fissurer, d'une manière qui pourrait provoquer des ondes de choc aux États-Unis et dans l'économie mondiale. La plupart des gens pensent que la plus grande influence étrangère sur les marchés américains vient de la Chine. Mais en réalité, le Japon pourrait être encore plus déterminant. Le Japon détient environ 1200 milliards de dollars en bons du Trésor américain, ce qui en fait le plus grand créancier étranger des États-Unis. En parallèle, le pays possède un immense marché obligataire intérieur, d'une valeur d'environ 8 000 milliards de dollars, le troisième plus grand au monde. Pendant des années, les investisseurs et les institutions japonaises ont alimenté les marchés mondiaux en liquidités bon marché, en investissant massivement dans des actifs étrangers, surtout dans les obligations et les actions américaines. Ce système a bien fonctionné parce que le Japon a maintenu des taux d'intérêt extraordinairement bas pendant très longtemps, en fait pendant des décennies. La Banque du Japon a littéralement inondé le système financier d'argent bon marché pour lutter contre la déflation et relancer la croissance. Les investisseurs japonais pouvaient emprunter à des taux proches de zéro et placer cet argent dans des actifs mieux rémunérés à l'étranger. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on a appelé le yen carry trade. Et cela a fait du Japon l'une des principales sources de liquidité pour les marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, cette époque pourrait bien s'avérer. En 2024, et c'est important pour bien comprendre le contexte, la Banque du Japon a officiellement abandonné l'une des politiques monétaires les plus extrêmes de l'histoire moderne, le contrôle de la courbe des taux. Pendant des années, la BOJ a artificiellement maintenu les rendements des obligations d'État japonaises à un niveau très bas, gardant les taux à long terme proches de zéro. Mais l'inflation au Japon a fini par se rapprocher de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale. Face à cette pression inflationniste croissante, la Banque du Japon a donc commencé à laisser les taux d'intérêt remonter. Les conséquences ont été immédiates. Les rendements des obligations d'État japonaises ont bondi. Ceux à 10 ans ont à peu près doublé pour dépasser les 2%. Tandis que ceux à 3 Ces chiffres peuvent encore sembler assez bas comparés à certains pays occidentaux, mais pour le Japon, c'était un véritable séisme. Le pays avait passé des décennies enfermé dans un monde de taux d'intérêt ultra bas, et soudain, les investisseurs se retrouvaient face à une réalité complètement différente. En parallèle, la direction politique du Japon a elle aussi pris un tournant plus offensif. La première ministre Sanae Takaichi est arrivée au pouvoir en promettant un vaste plan de relance économique, et elle a tenu parole. Elle a annoncé environ 134 milliards de dollars de nouvelles dépenses, soit à peu près 3% du PIB japonais. Elle a également proposé de suspendre pendant 2 ans une taxe de 8% sur les importations alimentaires, afin de faire baisser les prix de la nourriture et d'alléger la pression sur les
ménages confrontés à l'inflation. Mais cette relance arrive à un moment extrêmement dangereux pour les finances du Japon. Le pays a déjà la dette la plus élevée du monde développé, même plus élevée que celle des États-Unis, avec une dette publique qui représente environ 230% du PIB japonais. C'est bien au-dessus des niveaux d'endettement des États-Unis ou des pays européens, comme je l'ai déjà dit. Et contrairement aux économies qui croissent plus vite, le Japon fait face à de graves problèmes démographiques. Sa population diminue et vieillit rapidement, ce qui rend la croissance économique à long terme beaucoup plus difficile à atteindre. Tout cela crée une situation potentiellement explosive. D'un côté, l'inflation augmente, et de l'autre, le gouvernement veut encore dépenser davantage, tout en faisant pression sur la Banque centrale pour qu'elle reste accommodante. Takaichi est même allé jusqu'à nommer 2 partisans d'une politique monétaire accommodante au Conseil de la Banque du Japon. Ça montre clairement qu'elle veut assouplir la politique monétaire pour soutenir son programme économique. En même temps, le yen japonais s'est déjà fortement affaibli face au dollar américain, atteignant des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. Une monnaie faible rend les importations plus chères et, surtout, l'énergie et l'alimentation, ce qui peut encore accentuer l'inflation. Les investisseurs commencent à se demander si le Japon pourra continuer à gérer son énorme dette publique si les coûts d'emprunt continuent d'augmenter. Et c'est là que l'histoire devient très importante pour les États-Unis. Si les rendements des obligations japonaises continuent de grimper, les investisseurs japonais pourraient commencer à retirer leur argent des marchés financiers américains pour le rapatrier. Pendant des années, les bons du Trésor américain semblaient bien plus attractifs que les rendements quasi nuls offerts au Japon. Mais si les obligations d'État japonaises offrent désormais des rendements compétitifs, combinés à la possibilité d'un yen plus fort, beaucoup d'investisseurs japonais pourraient estimer qu'ils ont moins de raisons de détenir des actifs américains. Ce phénomène, on l'appelle le rapatriement de capitaux, et il pourrait avoir des conséquences énormes sur les marchés américains. Le moment ne pourrait pas être plus mal choisi pour Washington. Le gouvernement américain doit déjà financer des déficits colossaux, car il fonctionne à perte depuis des décennies. Les États-Unis doivent émettre des milliers de milliards de dollars de nouvelles dettes, tout en refinançant d'énormes montants d'obligations du Trésor qui arrivent à échéance. Si l'un des plus grands acheteurs étrangers commence à se retirer de ce marché, le coût de l'emprunt aux États-Unis pourrait encore augmenter. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le marché du Trésor qui soit en danger. Le dénouement du carry trade japonais pourrait retirer de la liquidité des marchés financiers mondiaux de manière plus générale. Depuis plus de 10 ans, l'argent bon marché venu du Japon a alimenté les investissements dans les actions, l'immobilier et les actifs risqués partout dans le monde. Si ce flux s'inverse, comme c'est sur le point d'arriver, les conditions financières pourraient se resserrer très vite. Certains analystes commencent d'ailleurs à faire des comparaisons inquiétantes avec les périodes qui ont précédé d'anciennes crises financières. Par exemple, Albert Edwards, stratège chez Société Générale, a récemment averti que la forte hausse des rendements obligataires mondiaux rappelle les conditions observées avant la crise financière de 2008. J'ai d'ailleurs enregistré une interview complète avec l'économiste Michael Hudson, qui nous a expliqué tout cela en détail, et je vous recommande vivement de la regarder ensuite. Il a fait remarquer que les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont récemment grimpé jusqu'à environ 5,2%. Ce sont des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis le milieu de 2007, juste avant que la crise immobilière ne se transforme en effondrement mondial. À l'époque, les marchés ont d'abord ignoré les signaux d'alerte, bien sûr.
les actions ont continué à monter pendant un certain temps, même si les rendements obligataires s'envolaient. Mais peu à peu, la hausse du coût de l'emprunt a commencé à peser sur l'économie. Les bénéfices des entreprises se sont affaiblis, la peur d'une récession s'est propagée et les marchés financiers se sont effondrés. C'était en 2008. Eh bien, le professeur Hudson pense qu'un scénario similaire pourrait se reproduire aujourd'hui. Il estime que la flambée des rendements obligataires pourrait annoncer la chute de l'économie mondiale. Et comme le Japon est devenu l'un des points de tension centraux du système financier mondial, les fissures commencent à s'élargir de plus en plus. Et comme la Banque du Japon commence lentement à sortir de sa politique monétaire ultra accommodante, les rendements des obligations japonaises montent rapidement. Ce changement contribue donc à faire grimper les rendements à l'échelle mondiale et le resserrement des conditions financières sur les marchés aggrave encore la situation. Les taux d'intérêt à long terme sont extrêmement importants parce qu'ils influencent presque tous les aspects de l'économie. Et pas seulement celle des États-Unis, mais aussi l'économie mondiale. Des rendements obligataires plus élevés font grimper les taux des prêts immobiliers, augmentent le coût de l'emprunt pour les entreprises, alourdissent les dépenses de financement des gouvernements et exercent aussi une pression sur la valorisation des marchés boursiers. Une grande partie de l'énorme boom des actifs au cours de la dernière décennie reposait en réalité sur l'idée que l'argent resterait bon marché indéfiniment. Et si cette période touche vraiment à sa fin, les investisseurs vont peut-être devoir repenser complètement la façon dont les actifs sont valorisés. À cela s'ajoutent des inquiétudes croissantes sur l'inflation, liées aux tensions géopolitiques, notamment la hausse des prix de l'énergie provoquée par l'instabilité au Moyen-Orient et par la guerre d'agression menée par les États-Unis contre l'Iran. Une inflation persistante crée un véritable casse-tête pour les banques centrales, car elle limite leur capacité à baisser les taux d'intérêt, même si la croissance économique ralentit. Donc, cette combinaison, et je parle ici de la hausse des rendements, du ralentissement de la croissance, d'une inflation tenace et d'une dette publique massive, cette combinaison, c'est exactement ce qui inquiète beaucoup de stratèges des marchés aujourd'hui. Pour le Japon, il y a essentiellement deux voies possibles à partir de maintenant. Dans le meilleur des cas, le Japon avance prudemment. Le gouvernement réduit une partie de ses plans de relance, tandis que la Banque du Japon continue de normaliser progressivement les taux d'intérêt. Dans ce scénario, le yen pourrait encore se renforcer, l'inflation se stabiliser et le pays pourrait éviter une véritable crise de la dette. Mais même ce scénario favorable pourrait peser sur les marchés américains, parce que les investisseurs japonais pourraient continuer à rapatrier leurs capitaux, à ramener leur argent au pays. Cela réduirait la demande pour les obligations américaines et pourrait faire monter les coûts d'emprunt aux États-Unis. Et puis, il y a aussi un scénario défavorable dont je veux vous parler. Dans le pire des cas, le Japon relance son économie de manière agressive tout en exerçant une pression sur la Banque du Japon pour qu'elle maintienne les taux artificiellement bas. Alors, est-ce que l'OTAN va faire ça? On n'en sait rien. Les investisseurs, bien sûr, pourraient perdre confiance dans la capacité du Japon à soutenir sa dette et cela pourrait déclencher une crise sur le marché obligataire. Et évidemment, dans ce cas, on verrait une forte chute de la monnaie. Une telle crise pourrait ralentir temporairement le rapatriement des capitaux vers le Japon, mais elle pourrait aussi révéler des inquiétudes plus larges sur la soutenabilité des dettes publiques dans les pays développés, y compris aux États-Unis. Et c'est peut-être ça le message plus profond qui ressort de la tourmente actuelle sur les marchés obligataires. Pendant plus de 10 ans, les marchés mondiaux ont fonctionné dans un environnement d'argent ultra bon marché.
Les banques centrales ont maintenu les taux proches de zéro. Les gouvernements ont accumulé des dettes énormes. Et les investisseurs se sont habitués à une liquidité sans fin qui soutient les prix des actifs. Mais aujourd'hui, l'inflation revient. Les rendements obligataires montent, en fait, ils s'envolent, et le coût de la dette devient impossible à ignorer. Le Japon est peut-être simplement le premier grand domino à montrer ce qui se passe quand cet ancien système commence à se fissurer. Pour les investisseurs comme pour les décideurs, ignorer le Japon en ce moment pourrait être une erreur très, très coûteuse. Je vais écrire davantage à ce sujet sur mon Substack et sur mon Patreon. Je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à ce thème, donc je vais le développer et en parler plus en détail au fil du temps, à mesure qu'on en saura plus sur les prochaines décisions de la Banque du Japon. Abonnez-vous, partagez et mettez un like si vous appréciez ce contenu, si le sujet vous intéresse. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.